sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent le temple. Oh, majesté, grand roi, tu règnes depuis l'éternité et toutes choses existent par toi. Comment ne pas t'adorer, Elohim? La domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant, admirable, conseiller, Père éternel, Prince de paix, Emmanuel, Dieu avec nous, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ton nom surpasse tout autre nom. Royal, tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Royal, dans ton palais tout est royal. Devant son trône se prosternent séraphins, archanges et chérubins, lui donnent le règne Merci infiniment. Soumienka, chanteur qui a son tout premier album, un album de 6 titres. Donc le titre qu'on vient d'écouter s'intitule Royal. Le message qu'elle véhicule, c'est la royauté de Dieu. Je veux qu'on fasse encore du bruit pour Soumienka. Soumienka qui signifie adore Dieu avant tout, et on profite justement pour souhaiter une très bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens qui célèbrent cette fête d'ailleurs. Voilà. Donc je rappelle que l'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Donc encore une fois, bonne fête de l'Ascension. Il y a des personnes qui fêtent l'Ascension ici? Bon, applaudissez pour vous alors. Bonne fête de l'Ascension à tous. Et nous sommes jeudi, et donc l'équipe du jeudi est composée du doyen Cassie, que je vous demande de saluer. Aloussen Sidibé, monsieur Innovation. Aloussen, vous allez bien? Ça va très bien, ça va vraiment bien, et j'adore votre tenue. Ah merci, c'est gay, n'est-ce pas? Si, voilà, c'est ça, coloré, c'est mon état d'esprit du moment. Il manque une personne, il manque quelqu'un ou pas? Il manque quelqu'un? Il manque quelqu'un? J'étais dans la coulisse, j'attendais, c'était une chanson langoureuse. C'est vrai, très belle chanson. Ça m'a purifié, là où j'étais, vous voyez que je suis bien frais là, puis ça fait plaisir. Au fait, j'étais en train d'échanger avec une délégation qui est venue du Niger. Vous savez que cette semaine, il y avait le 55e anniversaire du Conseil de l'Entente en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Voilà, il y avait le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina, et puis le Niger également. Et donc cette année, c'est le Togo qui était à l'honneur. Et donc, il y a une délégation qui est derrière, j'ai causé avec eux. Puis, il faut prendre les contacts, on ne sait jamais. Oh, donc vous êtes voilà, pour ne pas être sans abri, quand on va aller de l'autre côté un jour aussi. Vraiment, il faut façonner très très fort. Tous ces pays-là, ne me demandez pas. Il y a des gens qui se demandent, mais il a très parlé du conseil de l'entente là, on fait quoi? On s'entend là-bas, c'est un conseil de l'entente. Est-ce que c'est un conseil de palabres? Pas du tout. Voilà, donc merci beaucoup, voilà. Ça fait plaisir. Ok, merci infiniment, Dr Philo. Donc la team est installée, le public est là. Mais on va démarrer cette émission. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui viennent de prendre cette émission en cours, mais qui ne savent pas où on est. Bonjour à tous et bienvenue dans... Voilà. Bienvenue dans C'est Midi, votre rendez-vous de la mi-journée, rendez-vous
incontournable. Et chaque jour, nous avons des appels à témoins, parfois tristes, parfois entraînants, parfois drôles. Mais une chose est sûre, on en tire toujours des leçons, et de très bonnes d'ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faudra retenir de cette histoire, c'est que peu importe le début de votre vie, peu importe ce qui se passe, elle ne pourra pas forcément toujours déterminer la fin. Et notre appel à témoins du jour a un thème assez intéressant. À 16 ans, sans abri et livré à moi-même, mon seul combat, réussir. A-t-elle véritablement réussi? On le saura, mais avant, son portrait. On l'appelle Timaya. À l'état civil, c'est Fatou Diarra-Souba. Notre invité du jour est âgé de 34 ans, titulaire des masters en marketing et management obtenus à l'École nationale de commerce et de gestion d'El Jadida au Maroc. Elle fait une partie de ses études en Côte d'Ivoire, précisément au Collège moderne du Plateau. Après avoir obtenu son bac scientifique, l'aventure démarre pour elle. Elle s'envole pour la France et décide d'y rester. Elle travaille d'abord en tant que responsable marketing dans une société de production de sucre en France, puis dans une autre société minière basée en Suisse. Timaya s'est installée au Togo depuis 7 ans et travaille à son propre compte. Chez Fatou est le restaurant ivoirien qu'elle tient à Lomé. Autrefois humiliée et rejetée par les siens, aujourd'hui elle demeure une femme forte et épanouie. Découvrez toute son histoire sur le plateau de C'est Midi. Fatou Diarra-Souba, installez-vous. Fatou Diarra-Souba, que je rappelle, la restauratrice. Alors quand j'ai vu votre titre, tout de suite, vous savez, il est midi, quoi. Donc franchement, restauratrice, restaurant ivoirien au Togo, je me suis dit, oulala, j'ai déjà faim, en fait. Voilà. Alors, restauratrice au Togo, précisément à Lomé, au quartier Étoile. Oui, donc votre thème est le suivant, à 16 ans, sans abri et livré à moi-même, mon seul combat, réussir. Ouais. Avant de démarrer l'entretien avec vous, je dois passer obligatoirement la parole à un monsieur qui a toujours son mot à dire. D'accord. Docteur Philo, en chair et en os. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Vas-y, quand on dit restauratrice, restaurant, vous, ça vous plaît? Parce que le midi, nous qui sommes à Carême, là, nous on fait comment? Moi, ça ne me plaît pas du tout, ça ne me plaît pas du tout, voilà. Ah, ça ne me plaît pas du tout. On ne peut pas parler de manger pendant que là où il y a les intestins grêles là attaché, le gros pancréas à ce moment. Mais en même temps, ça vous fait un clin d'œil à nos parents musulmans. Ça va finir bientôt. Voilà, ça va finir bientôt. Mais en même temps, vous posez la question, a-t-elle réussi? Bien qu'avoir la démarche, elle a réussi. Ah bon? Ça, quand Aguirre Moni, ça se lit dans la vie. quand il est habillement, ça n'a pas réussi. On ne peut pas avoir. Elle a réussi. Elle a réussi. Hein? La vie ne fait pas le moine. Il faut laisser ça là. Tiens, on connaît ça là. Tiens, elle a réussi. Elle monte. Elle sur le côté. Tout ça là. C'est propre, elle a réussi. Mais ça vous dit qu'en même temps, vous étiez sans abri. C'est-à-dire, l'abri même là, tu ne connais pas la valeur de l'abri. Si toi-même là, tu n'as pas vécu même sans abri au fait. Bien je vais dire quoi? C'est comme ça. Oui. Donc vous connaissez, oui, mais c'est vrai, vous avez vécu sans abri, mais aujourd'hui vous allez, il y a une cité qu'on appelle Abri 2000 à Abidjan là. Où il y a les grosses maisons. C'est là-bas que tu vas aller maintenant. Sans abri, va à Abri 2000. C'est comme ça. Ce n'est pas. Mais je veux dire que c'est un combat noble, réussir. Il faut faire la différence de réussir sa vie et puis réussir dans la vie. Sinon, tu veux réussir dans la vie. Justement. Non, mais tu veux réussir dans la vie. Ah, tu es dedans. En tout cas, tonton Doma, vieux père Doma ici piqué. Tu es dedans où? Vieux père, j'ai fait. Tu es dedans. Tu es dans la vie. Mais c'est toi qui es piqué. Tu es dedans, non? Il faut vivre. Et donc réussir mais réussir sa vie, c'est se poser un certain nombre de questions. N'est-ce pas? D'où viens-je? Où vais-je? Que fais-je? C'est ces questions qu'elle faut répondre. Non, c'est vrai. Oui, mais attends. Je suis d'accord. Oui. C'est logique, je suis d'accord. C'est logique, il faut avoir des projets, il faut être ambitieux. Il faut vivre pour ce que demain va t'apporter et non vivre pour ce que hier t'a enlevé. C'est ça, réussir dans sa vie. C'est très philosophique. Il ne faut pas penser à demain. Je pense à demain. Pas penser à hier. C'est ça qui est le plus important. On a des filles à 16 ans, une fille à 16 ans sans abri. Mais attends. Nos filles de 16 ans aujourd'hui, là même. Tellement le matérialisme. Bonjour, monsieur Philo. Ça va? Vous habitez combien? Comment tu veux dire que tu habites combien? Franchement, je ne sais pas.
Je ne sais pas qui vous fréquentez dans votre ville, mais vous avez des fréquentations bizarres. Parce que des filles à 16 ans, elles vont à l'école, elles ont des projets, des ambitions. Changez vos fréquentations. Celles qui ne sont pas ambitieuses, celles qui ne sont pas ambitieuses. Vous habitez combien? Combien on vous appelle? Tellement c'est l'argent qui est dans les têtes. Tellement combien on vous appelle? Merci, mais je dis que Dr. à 16 ans, normalement, c'est pas facile, quoi. J'ai dit que 16 ans, on est de l'adolescence, on tend vers le truc de la maturité. Mais elle peut ça donner un certain nombre de vies sans abri. Tu es là, devant maison, tu peux dans la vie, la prostitution, tout. Mais avec un peu de recul, je me demande comment elle a fait à 16 ans. C'est comment elle a fait pour prendre conscience. C'est la question que je me pose. Je pense que je voudrais féliciter votre parcours. Parce que, mine de rien, vous êtes restauratrice, car le ventre en aura besoin un jour. Car vous y étiez. Merci, Philo. Je compatis, parce que votre métier n'est pas du tout facile, oui, à Lucelle. Cela ne sera été. Ah, voilà. J'ai pas compris. Franchement, si vous avez compris, c'est que vous avez un problème. Alors, ça tombe bien. À 16 ans, est-ce que vous saviez ce que vous aviez envie de faire de votre vie? Est-ce que vous saviez vos projets, vos rêves? C'est la question du micro-trottoir. À 16 ans, que peut-on espérer dans la vie? Et on retrouve Pater Nassemian. Le micro-trottoir avec Chris Pater Nassemian. Très bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens catholiques d'ici et d'ailleurs. Nous sommes à Cocody, précisément aux Deux Plateaux, non loin de l'École nationale de la création. Et la question qui m'amène ici est la suivante. À 16 ans, que peut-on bien espérer dans la vie, surtout quand on est livré à soi-même? Je vous propose quelques réactions dans cet élément. En tout cas, pour réussir, il faut avoir vraiment un soutien. Moi, personnellement, ma famille, là, il y a beaucoup la famille sur le dos. Il y a les parents à la maison qui sont un peu sévères, qui me surveillent et tout. Non, pour une jeune fille, je vois qu'elle a dû laisser aller comme ça. Je pense que vraiment, ça ne sera pas facile. À 16 ans, déjà, moi, j'étais déjà en classe de 3e. Donc, à 16 ans, bon, je voulais juste avoir mon BPC et puis continuer mes études. Maintenant, à la longue, voir ce que Dieu me réserve. Puis, j'avais déjà un projet, je voulais être dans le tourisme. Puis, on n'a pas eu les moyens de pouvoir avancer dans les études. Arrivé à un certain moment, on est obligé de prendre une autre route. À 16 ans, c'est flou. C'est flou parce que d'abord, tu es élève encore, tu n'as pas encore fini les études. Tu ne peux pas faire une projection correcte. Mais tu te dis que bon, ben voilà, quand je finirai mes études et que j'aurai un travail, bon, ben vraiment, tout va aller bien. Mais à l'époque, à notre époque, c'est pas comme aujourd'hui où vous avez l'Internet, on voit tout partout. Nous, on ne connaissait rien. On ne savait pas comment est-ce que les choses se passaient dans le monde par rapport à aujourd'hui. Mais on se dit que soit je finis mes études et puis je deviens instituteur ou bien un bureaucrate quelque part. Je crois que l'important, c'est de réussir aux examens d'abord et ensuite avoir un objectif, se fixer des objectifs pour pouvoir réussir. Les moyens, bon, je crois que ce n'est pas vraiment important, c'est le but, c'est le but qui est vraiment important. Les jeunes filles, elles sont toujours en train de faire des bêtises. Elles sont toujours dans les bars, en train de se promener avec des garçons qui ne sont pas vraiment présentables. Mais généralement, toutes ces jeunes filles-là, papa n'est pas là. Soit c'est maman qui n'est pas là et c'est papa, c'est un peu compliqué. Mais si tu vois papa et qu'ils arrivent à te donner un peu, que tu commences à faire des petits commerces et autres, tu peux t'en sortir. Il ne suffit pas de se donner à des garçons, faire du n'importe quoi et autres. En tout cas, je ne trouve pas ça bien, quoi. À 16 ans, ça reste un âge qui est assez important parce que là, vous êtes à un virage plus qu'important de votre vie. Les choix que vous allez faire une fois que vous avez 16 ans vont déterminer ce qui va se passer après, en règle générale. Ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a des personnes qui ont 16 ans ici. 16 ans. Levez la main. 16 ans. 16 ans. Les garçons, 16 ans. Et ici? Non, là-bas, pas 16 ans. Voilà, il n'y a pas 16 ans. Alors, Fatou Diarasouba. Oui. Merci infiniment. Déjà, encore une fois, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Donc, je rappelle que vous êtes restauratrice au Togo, à Lomé. Alors, à l'âge de 16 ans, vous allez perdre votre mère. Oui. Vous allez vous retrouver dans la rue. Ouais. Je ne veux pas lire la suite parce qu'après, ça me casse un peu. Alors, moi, je veux savoir, dans quel type de famille vous avez grandi? À quoi ressemblait votre enfance? Mon enfance, c'était une enfance très, très, très démunie. Voilà. Ma mère, elle n'alignait pas les deux bouts. Hein. Les deux bouts ne se joignaient pas parce que c'était vraiment très, très difficile. On mangeait à peine. Voilà. Et elle vendait des bouts de cigarettes à Djamé, voilà, à la gare.
dans un petit carton comme ça, un carton de cette taille. Et c'est ce qu'elle a pris pour pouvoir, je peux dire, me nourrir, mais pas subvenir à mes besoins. Parce qu'elle faisait toujours du porte-à-porte pour demander les habits des élèves qui vont en classe supérieure, même des habits à porter, même pour les habits de fête et tout. Elle n'avait pas de l'argent pour m'offrir tout ça. Et même les cadeaux, elle allait demander dans des maisons s'ils ont des cadeaux qu'ils ne veulent plus. Et c'est ça, elle prend, elle nettoyait et puis elle m'offrait ça pendant les fêtes ou quand j'avais une bonne note à l'école. Voilà. Vous aviez des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. D'accord. J'ai des demi-frères, mais bon, j'ai pas de contact. Et vous saviez que ces cadeaux, finalement, c'était des choses qu'elle... Oui, bien sûr, parce que je la suivais. Enfant unique, je suis tout le temps avec elle. Voilà. Et puis, on partait dans des coins, même quand j'étais malade, elle ramassait des médicaments à Djamé. Il y a un endroit, ils appellent ça pharmacie. Par terre? Pharmacie par terre, là. Roxy. Oui, à Roxy, oui. Elle ramassait des médicaments par terre. Elle demandait, quoi. Et quand les femmes ont jeté, elle prenait et puis je buvais quand j'étais malade. D'accord. Donc, c'était vraiment une femme très, très, très misérable. Et courageuse aussi. Et courageuse aussi, qui n'avait pas peur de demander ce qu'elle n'a pas. Si on lui donne, c'est ça. Si on ne lui donne pas, ma foi, c'est ça. C'est vrai que vous étiez une enfant. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant quand elle voit que les amis de son âge ont des choses qu'elle n'a pas, elle? Ça ne me disait rien, parce qu'elle m'a appris à ne pas être envieuse. Donc, je n'ai jamais été envieuse. Très important. Très, très important. Alors, donc, vous allez rester comme ça avec votre mère. Et finalement, le plus important, c'est de l'avoir à vos côtés. Bien sûr. Ça, c'est important. Tout à fait. Malheureusement? Malheureusement, le cancer l'a attaquée. Et elle est morte assez rapidement, parce que ça s'est vite développé. Voilà. Et c'est là que tout a basculé. Et là, vous aviez quel âge quand vous perdez votre mère? 15 ans et demi, 16 ans. D'accord. On a parlé de votre mère et votre père dans tout ça. Mon père, j'avais pas... Je sais que j'ai un père, je sais que j'avais un père aussi, mais c'était pas vraiment... on ne vivait pas avec lui. J'avais pas vraiment trop d'attache avec mon père. Parce que déjà, chez les Baoulés, quand ils font un enfant avec quelqu'un, ils sont matriarcales, déjà. Et puis, quand le monsieur, il ne s'occupe pas de l'enfant, la mère, elle garde son enfant. Hein. Même si elle doit manger du sable, elle le mange avec son enfant. Oui, c'est vrai qu'on pense que ça arrive que chez les Baoulés, mais il y a beaucoup de femmes qui, normalement, c'est ton enfant. Donc, naturellement, si l'autre personne qui n'a pas vécu cette souffrance, ne veut pas s'en occuper, tu es bien obligé de le prendre. Voilà. C'est complètement normal. Et puis lui aussi, il avait une autre vie. Hein. Donc, c'était pas vraiment le... C'était pas vraiment... Pour moi, à cet âge, ce n'était pas une priorité, mon père, c'était ma mère. Parce que c'est elle que je voyais souffrir, c'est elle que je voyais aller charger de l'eau dans des endroits glissés pour tomber, c'est elle que je voyais ramasser les restants dans les restaurants, ce qu'on met dehors, les femmes qui lavent les assiettes, là, les os restants, les poufoutou restants, elle ramassait ça, elle arrangeait pour qu'on puisse manger. C'est ça, c'est cette femme que je voyais. Donc, pour moi, le père, c'était... C'est ce que je voyais, c'est la réalité qui est là. De toutes les manières, je pense qu'elle avait les deux casquettes. De toute façon. Oui, elle avait la casquette de l'homme et de la femme. Ouais. D'accord. Donc vous allez perdre votre mère. Ouais. Déjà, le décès, c'est déjà assez difficile à vivre. Mais vous allez le vivre doublement. Oui, je l'ai vécu vraiment doublement. Pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas vu la tombe de ma mère. J'ai rien vu de ma mère, ni le corps, ni la tombe, parce qu'elle était féwa. Okay. Donc, ce qui fait que même quand il y a la fête des morts, où les gens amènent des gerbes de fleurs, la Toussaint, moi, je ne peux pas amener une gerbe de fleurs quelque part parce que je ne sais pas où on l'a enterrée. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, Féwa, c'est une tradition en pays Akan, je pense. Oui. Je pense que chez les Akans, le premier enfant qui décède, on l'enterre assez rapidement. Oui, c'est ça. Donc, parfois, je pense que les enfants même n'ont pas le droit d'être... Non, rien du tout. Donc, je pense que dans ces conditions difficiles de faire son deuil, on n'a pas vu de corps, on n'a pas vu de tombe. Tout à fait. Donc, il y a ça. Et puis, en plus de ça, avec tout le monde qui me tourne le dos, voilà. Et... Quand vous dites tourner le dos, votre mère a quand même de la famille. Ma mère a de la famille, oui, la famille maternelle. Mais personne n'a voulu de moi.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Personne n'a voulu de moi, tout le monde m'a tourné le dos. Son mari, d'abord, le monsieur avec qui elle était, que j'affectionnais, appelé papa, qui m'a tourné le dos automatiquement qu'il est revenu du village. Mon père a suivi, voilà. Et après, ma famille maternelle. Et tout ça en deux mois. Et du coup, je suis restée sans abri. Et c'est pendant cette période que j'ai connu quelqu'un qui avait un grand cœur, mais je la connaissais depuis à Djamé. Voilà. Et c'est une jeune fille, en même temps une grande sœur pour moi, qui m'a secouru, qui m'a ramassé, lavé, nettoyé et nourri avec les maigres moyens qu'elle avait. Elle est sur le plateau ici. Où est-ce qu'elle est? Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Kanga Flore Ghislaine. Flore, pouvez vous lever? Quand même, faut qu'on vous voit. Merci Flore. Merci infiniment. Alors donc, c'est une amie et une grande sœur, parce que je pense qu'elle est un peu plus âgée que vous. Oui, c'est une grande sœur. Oui. Donc, à l'époque, elle vivait en famille ou elle vivait toute seule? Non, elle vivait toute seule. Toute seule. Elle vivait toute seule à Mahakori. Elle avait quitté déjà la famille. Voilà, elle vivait à Mahakori toute seule et elle travaillait. Et vous étiez à côté d'elle, comme une petite sœur en fait? Ben oui. Ok. Vous allez rester avec elle pendant combien de temps? Pendant 8 mois. Pendant ces 8 mois, vous faites quoi? Je fais rien. Elle travaille, elle s'occupe de vous pendant 8 mois? Oui, vraiment. Mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait comme serveuse dans un bar à Mahakori. Mais vous pouviez aller travailler comme sous-serveuse à ses côtés? Elle a refusé. Elle ne voulait même pas que je touche à quelque chose. Parce qu'en plus, à cette époque-là, vous étiez mineure. Oui, elle voulait 16 ans, quand oui, même. 16 ans. Ouais. Elle ne voulait pas que je... Tout ce qu'elle voulait, c'était que je trouve un abri, je dorme avec elle, je mange, je boive, que je ne tombe pas malade. Et vos études dans tout ça? Ben rien. Je ne suis pas allée à l'école. Vous avez arrêté en quelle classe? Parce que, en fait, je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pouvais pas. Parce qu'abandonnée de tout le monde, je viens de perdre ma mère il y a 2 mois, je me retrouve dans une situation où je me dis, ça ne va pas. Voilà. Et puis, donc, j'avais goût à rien. J'étais renfermée dans une bulle, en fait. Et voilà. Moi, je veux comprendre. Ouais. Vous avez quand même... votre maman a quand même des frères et sœurs. Ça, c'est les parents de ma mère avec qui je veux vraiment rien avoir. Non, mais quand votre maman n'est plus, qu'elle a des frères et des sœurs, le premier sentiment, instinctivement, on est porté vers eux pour essayer de demander leur protection. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez fait des démarches dans ce sens? Des démarches pour aller vers eux? Oui. C'est naturel, c'est normal. En fait, quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont tourné le dos aussi. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, de toutes les manières. J'ai déjà tourné le dos aussi. Donc vous restez pendant 8 mois chez cette généreuse dame, d'ailleurs. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Franchement, qu'on le dise clairement, c'est pas tout le monde qui le fait. Non, c'est pas tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer après ces 8 mois? Après ces 8 mois, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui voyageait beaucoup. Quand vous dites quelqu'un? Un homme. Un homme. Voilà, qui voyageait beaucoup et tout. Et puis, je voyageais souvent avec lui, comme ça, là. Et puis, il m'a amené en France. J'aime bien le sourire que vous avez, parce que depuis là, vous parliez, il n'y avait pas de sourire, et là, j'ai rencontré un homme, il m'a amené en France. Bon, ça commence à aller déjà. Et voilà, et puis j'ai décidé j'ai dit, j'avais plus d'attache en Côte d'Ivoire. J'avais plus rien parce que tout le monde m'avait tourné le dos. Vous aviez des attaches en Côte d'Ivoire, puisque l'image même de votre ange gardien était là. Oui, vous a soutenu pendant 10 mois. Elle est d'accord avec moi quand je dis j'avais plus d'attache. Elle a même dit ça ce matin encore. Non. Je suis partie parce que j'avais plus d'attache. Non, mais je pense qu'après ce que vous avez vécu, c'est normal d'avoir ce sentiment. Voilà. Donc du coup, j'ai préféré rester là-bas. Et ça a commencé petit à petit. Je faisais pas grand-chose, je faisais rien. Vous prélassiez, comme on dit? Moi, j'étais tranquille. Ok, d'accord. Et après ça, je pense que là-bas, vous allez faire une rencontre qui va déterminer votre vie. Une rencontre extraordinaire qui a changé ma vie. Oui. Voilà, j'ai rencontré mon époux, Paul-André. Ouais. Attends, excusez-moi, vous partez avec un homme en France? Je savais qu'il allait revenir dessus. J'en étais sûre. J'en étais sûre qu'il allait revenir sur ça. Non, en fait... Et lui qui est parti avec vous, là? Non, lui qui est parti, lui, il va, il vient.
C'était juste, c'est comme un service. C'était une amitié en fait. Oui, la personne est en fait. fonction. Oui, pour lui, bah, c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu as envie de faire. Ok, reste là-bas. Vous n'avez pas d'intention, hein? Non, non, Il a fait non, comme ça. rien du tout. Juste par bonté de cœur. Il y a des garçons comme ça encore, hein? Non, il y a des messieurs non, comme parce ça. que, Pas je des vous garçons, salue, hein. messieurs. Bonjour, si vous nous regardez. Infiniment. Alors, donc là-bas, vous allez faire cette rencontre. Vous allez rencontrer ce monsieur qui va devenir votre Mon votre mari, époux. oui, c'est ça. Donc vous mariez très jeune. Oui, très À très quel âge? jeune, ouais, à 19 ans. Waouh. Waouh. C'est allé vite, hein. J'imagine. C'est allé vite. C'est allé tac, 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 tac. D'accord. Et donc vous mariez, qu'est-ce qui se passe après? Bah, je me marie, je commence à bosser avec mon époux, qui était le directeur de la société, avec la société qui faisait le sucre et le riz. Voilà, il était le directeur général et puis je bossais avec lui. Et aussi, il avait d'autres branches de trucs qu'il faisait, voilà. Et c'était dans le métal, voilà, d'accord. Donc, je travaillais toujours avec lui, je supervisais, je faisais le marketing, j'étais responsable marketing de sa société et tout. Et puis, il y a 7 ans de cela, je décide de venir au Togo, voilà. Les gens ont tendance à me demander pourquoi pas à Abidjan. Vous décidez d'aller au Togo? Au Togo, oui, comme ça, sur un coup de tête, ouais. Ouais, moi, je vais revenir, je vais vous poser cette question, pourquoi pas Abidjan, mais juste après la pub. C'est midi, c'est ça. Invité Fatou Diarra-Souba qui nous racontait son parcours qui a commencé difficilement, mais au fur et à mesure qu'on on déroule cette histoire, on commence à avoir le sourire quand même. Nous sommes également avec les femmes de l'Union nationale des jeunes du Grand Centre. Non, c'est tout, je reprends ça. Les femmes de l'Union nationale des jeunes du Grand Centre. Nous sommes également avec le lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama. Deuxième promotion terminale, et je pense que vous avez la fête de l'excellence le 8 juin 2019, c'est bien ça, hein? Ok, très bien. L'Union des jeunes de Mbadon. L'Académie Substratum d'Abidjan. Et le fan club, c'est midi. Aujourd'hui, les gars, vous êtes en minorité, hein, c'est compliqué. Aujourd'hui, là, c'est chaud sur vous. En tout cas, merci infiniment d'être là et de nous donner la force chaque jour. Alors, Fatou, on était donc en train de parler de votre nouvelle aventure. Oui, la restauration. Pourquoi le Togo et non la Côte d'Ivoire? Le Togo parce que, sans vous mentir, pour ce que j'avais envie de faire, la cuisine ivoirienne. Ah oui. Voilà. Forcément. Je me suis dit personnellement, il faut que je fasse ça dans un pays où il n'y en a pas. Oui, voilà. Logique. Un pays où il n'y en a pas, c'est un choix que j'ai fait. Effectivement, quand j'ai commencé, quand j'ai eu déjà l'idée, j'en parlais, les gens disaient « Ah, mais pourquoi tu vas aller faire qu'au Togo et tout et tout ?» J'ai dit « c'est là-bas, là même, là, ça a sorti. Est-ce que ce n'était pas parce que la Côte d'Ivoire vous rappelait de mauvais souvenirs? Il y a aussi ça, c'est un facteur. D'accord. Ouais. Donc vous lancez dans cette aventure il y a combien de temps déjà? Il y a 7 ans? Il y a 7 ans, Il y a 7 ans? Oui. Vous démarrez, vous aimiez la cuisine auparavant, c'était ça? Ben, en fait, j'adore cuisiner. D'accord. J'adore cuisiner et j'aime voir vraiment ceux qui sont autour de moi manger tout ce que je fais. Ah. Ouais. C'est dommage, quoi. Ah. On n'a pas pensé à ça, franchement. Vous allez cuisiner ici, vous nous donnez? Compliqué. Alors, donc, vous démarrez cette aventure. J'imagine que vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, c'est un peu compliqué. Oui. Comment ça se passe? Ben, en fait, pour moi, quand je suis arrivée au Togo, je connaissais vraiment personne. Personne. Et
c'est comme le pays m'a capté en fait. Ah, oui. Il y a une attirance entre vous et le pays en fait. Oui, une attirance entre le Togo et moi. D'accord. Vous êtes senti bien accueilli? Oui, bien accueilli. Ouais. Les gens m'ont vraiment aimé d'un coup. Oui, vraiment. D'ailleurs, les Togolais, merci, on vous embrasse. On vous embrasse. On va quand même applaudir pour les Togolais parce que franchement, les Ivoiriens sont énormément aimés au Togo. Oui. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens au Togo. Voilà, on est vraiment des frères, quoi. On est vraiment des frères. Donc vous démarrez cette aventure-là, tout se passe bien? Oui, vous allez avoir des difficultés? Comment ça se passe? Non, du tout. Vraiment, c'est comme un ange gardien dans le pays qui veillait sur moi. Sans vous mentir, j'ai eu aucun problème avec qui que ce soit là-bas. Et les papiers pour faire le restaurant et tout est parti vraiment comme sur des roulettes, quoi. Un peu comme un rattrapage, tout ce que vous avez perdu. Oui, un peu comme un rattrapage. Je me suis dit, Dieu m'a restauré dans un autre pays. Dans le restaurant? Mais oui, dans le restaurant, restauré dans le restaurant. Non, mais comme applaudissez, je fais des rimes là. Tu l'as restauré dans le restaurant. C'est pas rien. Mais moi, je suis quand même curieux, quelqu'un qui était sans abri ici. Comment est-ce que vous avez appris la cuisine? Oui, c'est la nourriture qu'on partait ramasser dans la poubelle là, vous regardez comment on fait. Je sais pas. Non, mais on peut parler que ça sort, sincèrement. Depuis, ça me fatigue. Me dire qu'elle a ça sort pour niquer les poubelles. Non, mais, moi-même, je ne sais pas. Où est-ce que vous avez appris à cuisiner? Ou c'est pendant les 8 mois que vous êtes resté chez la dame? Elle prépare très bien. D'accord. Je l'aidais à cuisiner. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que à Djamé, ma mère ne voulait pas que je touche quelque chose. Hein. Mais à Djamé, je partais chez une tantille, là, parce qu'il y a des petits coins où les gens font à manger sous les bâches. Là. Et il y a une dame qui est décédée actuellement, Madame Afoué Ngala. Quand elle cuisinait, sans vous mentir, j'allais regarder et elle me faisait écraser les aubergines. Voilà. Donc, vous avez appris comme ça. Elle aussi, j'ai aussi beaucoup regardé et j'ai appris comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez votre réponse, docteur Philo. On peut avancer, vous pensez? C'est bon? Merci, je vous en prie. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un restaurant. Tout à fait. J'ai envie de dire du restaurant au Togo qui est incontournable. Je rends grâce. Incontournable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au Togo sans passer par votre restaurant, qui s'appelle encore une fois Chez Fatou. Chez Fatou. Logique. Chez Fatou. Comment vous vous sentez quand vous regardez tout ce que vous avez traversé aujourd'hui? Vraiment, je dis merci à Dieu. Parce que c'est une immense bénédiction. Rien ne présageait ça. Parce que je voyais que du noir, j'étais dans du noir. Mais il a plu à Dieu de me bénir. Et ça, c'est une bénédiction qui est au-delà de tout mon entendement. D'accord, voilà. Très bien. Merci infiniment. On va conclure. Maintenant que vous avez quelque chose à faire et que vous vous retrouvez, ceux qui vous avaient tourné le dos, est-ce que il y en a qui cherchent à vous rencontrer? Non. Disons. Non. D'accord. Comme je vous ai dit auparavant, j'ai plus d'attache avec eux, avec qui que ce soit. Vraiment, je dis, j'ai déjà pardonné, mais il y a des gens, c'est bien d'être éloigné. Vous pardonnez, mais vous n'oubliez pas. Voilà. Exactement. Parce qu'il faut savoir d'où je viens. Très bien. Et quand je sais d'où je viens, je sais au moins où je peux aller. Mais si je dois retourner encore derrière, ça c'est des histoires africaines. Moi, je ne peux pas faire ça. Très bien. La page est tournée. Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir là tout de suite avec Paulus Agathon pour vos réactions. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Paulus. Comment vas-tu? Je vais très bien. Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on va se rendre directement sur la page Facebook C'est Midi en ce qui concerne la réaction des internautes. Et on a ainsi celle de Eric Digbé. On va dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de questions, c'est plus des interpellations et des messages d'encouragement. Eric Digbé dit ainsi: la vie n'est pas rose pour tout le monde. Et c'est dire que chacun doit rendre la sienne rose. Et comme le disait Voltaire, que chacun cultive son jardin. Heureusement, vous l'avez compris et vous avez créé les conditions de votre réussite. Beaucoup de courage à vous. Merci. On a ensuite Fofana Yaya Kader. Il dit: du courage à vous, c'est tellement de fierté qui m'anime en vous regardant et en même temps je me demande qu'est-ce qui pousse certaines filles à s'orienter vers la prostitution?
Vraiment, on n'a pas de réponse. Je termine avec Naba Sangari. Il dit la vie... Comment? Il y a une réponse, c'est la facilité, c'est tout. Naba Sangari qui dit la vie est une succession d'épreuves et quoi qu'il en soit, il faut garder la dignité et travailler ardemment. Et pour cela, c'est seulement ainsi que vous aurez le privilège de dire à vos enfants que lorsque c'était chaud, vous avez bataillé et vous avez pu vous en sortir. Chapeau à vous. Merci. Merci Paulus. Je vous en prie Jessica et rendez-vous demain à la même heure parce que on est Lundi, jeudi, hein? lundi. Exactement, on se retrouve à la même lundi. heure parce que vos réactions nous Nous intéressent. intéresse. Merci Paulus. On accompagne Paulus Agathon. Alors, Fatou, on est à la fin de notre entretien. Mais ce que moi je retiens de votre histoire, c'est que malgré tout ce que vous avez vécu, vous n'avez pas de ressentiment. Vous n'avez pas de colère, vous n'avez pas d'aigreur, vous n'êtes pas en colère. À tel point que vous avez décidé d'avoir une ONG. Oui, mais elle n'est pas encore officielle. D'accord, mais c'est quoi le projet? Le projet, c'est que je veux vraiment aider les enfants démunis parce que j'y ai vécu dedans. J'y ai vécu dedans. Et pour moi, un enfant, il a droit au bonheur. Exactement. Même démuni jusqu'à perdre même le mot, il a droit au bonheur. Et aujourd'hui, je considère, et je le dis fièrement, que Dieu m'a béni. Oui, Dieu m'a béni, il a posé sa main sur moi. Et la bénédiction qui en découle, pour moi, c'est comme de l'huile. Donc ceux qui sont autour de moi, il faut que ça rentre sur leurs pieds. Voilà, c'est ce qui me pousse à faire des actions de grâce, des dons à plus de 150 enfants, dans les hôpitaux, dans les prisons et tout. C'est ce qu'il faut faire en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Merci infiniment. Mais avant de vous laisser, je vais vous demander de regarder cette caméra et d'adresser un message à des jeunes gens, à des jeunes filles qui ont peut-être votre âge à l'époque, 16 ans, qui se retrouvent dans la même situation et qui ne savent pas trop quoi faire. Vous regardez la caméra. D'accord. Laissez le message. Je leur dirais, il ne faut pas oublier, d'abord, une mère, c'est quelque chose d'important. Et les conseils d'une mère, quand vous l'avez avec vous, il faut le prendre vraiment au sérieux. Parce que si j'en suis arrivée là, c'est les conseils de ma mère, c'est aussi les bâtons de ma mère. Parce qu'elle m'a beaucoup frappée. Et je pense que si elle ne l'avait pas fait, je ne serais pas Fatou que je suis aujourd'hui. Donc, vous avez 16 ans. Si vous traversez l'épreuve que j'ai traversée, moi, si vous êtes en train de traverser ça, ne baissez pas les bras. Dans la vie, il y a toujours un choix. N'allez pas vers la facilité, parce que vous ne savez pas ce qui est devant. Restez en vous-même. L'essentiel est dit, le message est passé. Merci infiniment et bravo. Et la prochaine fois que je vais au Togo, je m'arrête chez Fatou. C'est important. Ah voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. De m'avoir accompagné avec des ovations bien nourries. L'émission se poursuit. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, des chrétiens célèbrent l'Ascension et on va rester dans cette célébration dans ces midis avec un chantre qu'on va recevoir maintenant et tout de suite. Voilà, c'est parti. Axel Lévy, Lia, Toi seul peux tout. Quelle très très jolie chanson, franchement. Il est donc chantre depuis 2013, il a son premier album solo. Voilà, Toi seul peux tout. Et vous seul pouvez nous envoyer dans l'innovation, n'est-ce pas? Avec la chronique C'est innovant. Voilà, c'est parti. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Bonjour Ferry d'invention et d'innovation, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais wowement bien. Africa Entrepreneur Meeting 2019, Daniel Oulaï, sacré meilleur entrepreneur de l'année. Laissez-moi vous raconter sa petite histoire rapidement. Alors, Daniel Oulaï, c'est un entrepreneur social qui a monté une organisation en 2016, organisation dénommée Granotech, organisation qui a pour but de soutenir l'entrepreneuriat, sinon l'agriculture paysanne et aussi de favoriser
comment je peux vous l'expliquer de manière très simple, la souveraineté alimentaire tout en développant la biodiversité. Alors, il faut dire aussi que Granotech développe des solutions pour apporter aux populations, sinon aux agriculteurs, des médicaments pour les plantes et aussi, aussi réserve, sinon conserve, tout ce qu'on appelle biodiversité, des plantes qui sont très rares, des plantes nourricières, des semences nourricières qui sont très rares. Et dernièrement, Daniel Oulahi a reçu un prix, le prix de Africa Entrepreneur Meeting 2019, prix qui le sacre aujourd'hui meilleur entrepreneur de l'année. Il faut dire aussi qu'en 2018, Daniel a remporté le prix Castel du meilleur entrepreneur en 2018 et aussi a eu le soutien, un soutien très marquant de l'entreprise Ivoire Incube. Donc, Daniel Oulahi, c'est un entrepreneur que vous devez découvrir, que vous devez suivre, mais surtout soutenir parce qu'il faut soutenir nos inventeurs ivoiriens, africains, inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Merci à Lucène. Je pense qu'on peut applaudir pour Daniel quand même. Daniel Oulahi. Daniel Oulahi. Parce que je pense que des jeunes qui travaillent comme ça d'arrache-pied, je pense qu'il faut les encourager, c'est très important. Certainement. Alors, on va continuer cette émission juste après cette courte page de pub. Aujourd'hui, mais ça ne sera pas le même cas dans 2 jours, parce que votre visite technique expire dans 48 heures. Ça, c'est pas un problème. Je vais donner l'argent et la voiture à mon mécanicien et puis il va les régler ça à la FICA. Pardon, si tu veux, tu lui donnes la voiture. Mais pour les frais là, il faut payer ça par Move Money. C'est plus sûr. Avec Move Money, payez vos frais de visite et revisite technique de la SICTA en tapant étoile 155, étoile 3, étoile 5, étoile 1, dièse. C'est rapide et sûr. Avec Move Money, profitez! Alors, on va parler d'une chose. On essaie de lutter contre cette chose depuis des années. On essaie encore et encore, mais c'est un peu compliqué quand même. On va recevoir un invité surprise qui va venir nous parler de cette bataille, sinon de ce combat. Il s'appelle Monsieur Fidel Neto, journaliste et directeur de publication, président de la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Fidel Neto, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Donc je rappelle, vous êtes journaliste et directeur de publication, président de la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, en abrégé comme TATSI. Oui, c'est exactement. C'est bien ça. Attends, alors je demande, il y a des gens qui fument ici? Personne? Il n'y a personne qui fume ici. C'est très bien. Franchement, les gens de C'est Midi. Dieu merci. Non, franchement, ici, on n'a que des gens bien. Vous pouvez applaudir pour vous. Fumez pas. Nickel. Il y a des gens qui fument ici. Aloussane, vous fumez? Pourquoi vous regardez Philo? Aloussane, vous fumez? En fait, je ne regarde pas Philo, je regardais le cameraman derrière, en fait, je voulais lui faire un coucou. Ah, en ok. fait. Philo fume pas, on sait. Le tas, genre, pas du tout, bien sûr. Personne ne fume ici. Alors, monsieur, vous êtes là, vous nous parlez de cette journée sans tabac 2019. Exactement. Le tabac et la santé pulmonaire. On ne dira jamais assez. Le tabac tue. Oui, et en Côte d'Ivoire, malheureusement, nous avons 5000 décès chaque année. Ce qui est dramatique. Oui, exactement. Lié au tabac. Lié au tabac. On a combien? Alors, on a combien de fumeurs? Malheureusement, on a à peu près 2 millions de fumeurs. Et s'il y a la moitié qui meurt, ça veut dire que c'est un problème pour lequel tout le monde doit faire attention. Donc forcément. nous sommes là pour interpeller, pour sensibiliser les Ivoiriens sur les dangers liés à la consommation des produits du tabac. Est-ce qu'on sait à partir de quel âge les personnes commencent à Malheureusement, c'est fumer? la jeunesse. 18 ans, 16 ans, 18 Vous là, ans, ça dit. c'est vous. Le vivier de demain. Les constructeurs de la Côte d'Ivoire de demain, malheureusement, c'est cette jeunesse-là qui est tentée d'être décimée par le tabagisme, malheureusement. Généralement, c'est la conséquence de mauvaise fréquentation, peut-être ou... Vous dites? Les causes du tabagisme. On les Les connaît, causes, oui, les les causes, influences, oui. l'addiction. Il y a le cancer, vous développez des cancers de gorge, de bouche, tout et tout. Il y a des images qui passent. Ouh là là. Et chez les hommes, vous ne pouvez pas faire d'enfants. Chez les femmes enceintes, vous pouvez perdre l'enfant. Perdre l'enfant. Et puis mettre des enfants au monde avec des malformations, des becs, des lièvres, voilà. tout et tout. Ok, très bien. Voilà. Et c'est justement pour ça que vous organisez cette journée sans tabac 2019, prévue le vendredi 31 mai. Oui. Une journée de sensibilisation est également prévue pour le samedi 1er juin au stade de la RTI. Exactement. À Donc partir de 7 à l'INGS, ça c'est le ministère de la Santé et tous ses partenaires, les ONG, il y a certains qui sont avec nous ici aujourd'hui. D'accord. Qui Vous allez sont vous là. mettre debout qu'on vous voit. Voilà. Merci. Ils sont là. Merci.
Et le ministère de la Santé, les ONG qui organisent cette journée le vendredi, c'est-à-dire demain, à l'INGS avec les étudiants, pour parler de la thématique du tabac. D'accord. Et le samedi, on se retrouve à la RTI pour faire un peu de sport parce que le thème de cette année, c'est santé, tabac et santé pulmonaire. Très bien. Donc, il faut avoir un bon poumon. Effectivement, Voilà. En tout cas pour pouvoir respirer et vivre longtemps et pour éviter ce qui s'est passé sur cette image, il faut éviter, arrêter de fumer. Merci infiniment Monsieur Neto. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. L'émission est terminée. On va encore dire bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens avec un chantre. On va se quitter avec lui, le chantre Gad. C'est fini. On se retrouve demain pour la finale.